Alors, bonjour, merci d'écouter cette capsule vidéo qui devrait nous permettre de reprendre un peu le retard qu'on a accumulé dû à mon absence. Donc, on va commencer dans cette vidéo la section 6 sur l'acidité. Et non, je ne parle pas de ce genre d'acide, mais plutôt de tous les types d'acides et des bases qu'on étudie. Très important dans le domaine biomédical, on en a déjà parlé, la plupart de nos fluides corporels sont plutôt acides. Plusieurs réactions ont lieu en milieu acide ou en milieu basique. Le but du vidéo, c'est de couvrir à peu près les 12-13 premières diapos du document que je vous ai demandé d'imprimer sur l'acidité. Donc, si vous l'avez déjà fait, vous êtes capable de l'avoir devant les yeux. C'est une bonne idée. Vous allez pouvoir suivre la vidéo en même temps que les diapos. C'est les mêmes que j'utilise. Vous allez pouvoir prendre des notes. Et vers la fin du vidéo, il va y avoir un exercice qui était déjà prévu dans les notes de cours que je vais vous demander de faire. Et vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause, le temps de faire le petit exercice. Puis ensuite, la fin du vidéo, je vais couvrir les réponses détaillées de l'exercice. Ça permettra d'avoir un peu d'avance puis de ne pas commencer tout à fait à zéro la semaine prochaine. Alors, je vous remercie encore une fois d'être à l'écoute. C'est parti. Alors, et là, c'est là que ça devient vraiment confondant. Souvent, je vais utiliser le mot base. Je vais dire c'est simplement une base ou c'est basique. Et là, le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui me demandaient est-ce que tu veux dire basique dans le sens de une base, comme le contraire d'un acide, ou basique dans le sens que c'est la base, c'est bébé simple. Donc, il faut juste faire attention de ne pas être confondu entre les deux. C'est pour ça que parfois les profs vont plutôt parler de composés alcalins. Ça évite la confusion entre le mot simpliste ou le mot basique. Donc, dans la vidéo, on va couvrir partiellement c'est quoi un acide, c'est quoi une base. Ensuite, être capable de qualifier s'ils sont faibles ou ils sont forts, on va l'aborder un peu aussi. Calculer le pH d'une solution, puis analyser le caractère acide ou basique de substance, ça va venir un petit peu plus tard. Je ne peux pas couvrir ça dans les 13 premières diapos. Donc, c'est le but de la première section qu'on va continuer quand on va se voir en présence. Alors, premièrement, la première personne à avoir proposé des définitions pour les acides et les bases, c'est Arrhenius, dont on voit le merveilleux profil ici. À la fin du 19e siècle, les définitions des acides et des bases d'Arrhenius ne se basaient que sur ce qui se passait en milieu aqueux, donc dans un milieu avec H2O. Si on y va, un acide, pour lui, c'est une substance qui s'ionise dans l'eau pour donner des ions H+. Donc, prenons un exemple. Ici, juste noter, ça c'est important, ion H+, porte le nom de proton. Ça va? Donc, on devrait dire une substance qui libère des protons. Proton, c'est déjà un mot que vous avez entendu. C'est une particule subatomique qui est dans le noyau. Alors, pourquoi la particule subatomique s'appelle proton et que H+ s'appelle proton? En fait, les deux, c'est parce que c'est la même chose. Quand vous prenez un atome d'hydrogène, essentiellement, ce qu'il y a, c'est vous avez un électron à l'extérieur, puis vous avez le noyau dans lequel il y a un proton. Et techniquement, il doit y avoir des neutrons, mais la plupart des hydrogènes n'en ont pas. Donc, la grande majorité, c'est l'isotope où il n'y a pas de neutrons. Donc, essentiellement, un hydrogène, c'est un proton et un neutron. S'il est sous forme H+, c'est parce que l'électron, il n'y en a plus. Ça va? Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'essentiellement, il reste quoi? Il reste simplement un proton. Donc, c'est pour ça que H+, on l'appelle proton, parce que ça se résume à être un atome qui ne contient qu'un proton. Donc, ensuite, si on continue, je vous donne un exemple ici. Donc, HCl, l'acide chlorhydrique, est considéré comme un acide parce que lorsqu'on le met dans l'eau, il libère H+, et Cl-. Donc, à cause qu'on libère ici un H+, donc on libère un proton, on va considérer que HCl est un acide. Ensuite, une base pour Arrhenius, c'est toute substance qui s'ionise dans l'eau pour donner des OH-. Et c'est là qu'il n'y avait pas tout à fait raison. Vous allez voir, là, je vais venir corriger ça par la suite. NaOH, c'est une base. Ça, vous l'avez déjà appris, là, je ne vous enlèverai pas ça. Donc, NaOH libère des OH-, donc c'est considéré comme une base. Le problème, c'est que, vous allez voir, on va rencontrer des bases qui ne respectaient pas cette définition-là. Les acides et les bases, et à peu près tous les composés chimiques avant, là, on parle du 18e, début 19e siècle, il n'y avait pas de méthode très élaborée pour les analyser. Tu sais, on voit les appareils, vous en avez vu en instrumentation, en chimie, il y a plusieurs appareils complexes, tu sais, de conductimètres, puis etc. Il n'y avait pas de ça dans ce temps-là. Essentiellement, on se basait beaucoup sur leur apparence et aussi sur leur goût. Donc, c'est pas compliqué. Les chimistes, ils se fourraient à peu près tout dans la bouche. C'est pas compliqué. Mettez le doigt dans la solution, mettez ça dans la bouche. Puis, essentiellement, les acides, quand ça piquait sur les côtés de la langue, c'était acide. Et si c'était le bout de la langue, c'était la base. Donc, c'était assez terrible. Puis après, on se demande pourquoi ils décédaient tous avant l'âge de 40 ans.
Mais l'idée était qu'on a découvert l'ammoniac. L'ammoniac, c'est NH3. Contient pas d'OH-, là, on regarde la formule. Là. Moi, je ne vois pas de OH- dans la formule de NH3, mais avait toutes les caractéristiques d'une base. C'est-à-dire, réagissait avec les acides, piquait à la même endroit sur la langue que les bases, était asséchant comme les bases, etc. Donc là, il y a un problème avec la théorie d'Arrhenius. On sait qu'NH3, c'est une base, mais la définition qui devrait contenir des OH- ne s'applique pas. C'est alors que Bronsted et Lowry, en 1923, ont décidé d'élargir les définitions des acides et des bases. Donc, essentiellement, un acide est une substance qui est capable de donner des protons. Donc, encore une fois, on voit le mot « donner des protons ». Donc, une substance qui en contient et qui est capable de les donner sera considérée comme un acide. Donc, il faut faire attention, c'est pas simplement s'il y a des H dans la formule chimique, ça ne veut pas dire qu'on arrive à les arracher. Je donne un exemple, C6H12O6, le glucose n'est pas considéré comme un acide parce que les H sont très difficilement arrachés. Donc, c'est une substance qu'on pourrait être facilement capable de donner des protons. Donc là, essentiellement, ça ressemble beaucoup à la définition d'Arrhenius de la diapo précédente. Où est-ce que ça change beaucoup? C'est à propos de la base. Une base va être capable d'accepter les protons. Donc ici, je vais prendre un exemple. Cl- serait considéré comme une base parce qu'il est capable d'aller rechercher un H+, pour donner une nouvelle molécule. Donc, tout ce qui est capable de donner des protons acides, tout ce qui est capable de d'accepter des protons, une base. Donc là, il va falloir que vous le répétiez. Base, sa job, c'est d'accepter des protons. Acide, sa job, c'est de donner des protons. Juste pour vous donner quelques exemples, les acides, il y a plusieurs produits courants qui sont des acides, comme le vinaigre, le jus de citron, les boissons gazeuses qui contiennent toutes sortes de composés acides à l'intérieur. Les produits courants qui sont des bases, souvent, sont plus associés à des trucs qui sont astringents. Astringent, ça veut dire asséchant ou un peu aride. Donc, par exemple, le débouche-drain Drano, l'eau de Javel, ce sont des bases. Pourquoi les composés courants alimentaires sont souvent acides? Tout simplement parce que notre estomac est déjà acide. Donc, est déjà très, très acide. Donc, rajouter un peu d'acide dilué par-dessus l'acidité de notre estomac, ce n'est pas quelque chose qui est très grave. Ensuite, on voit antiacide ici, dans le bas. Donc, un antiacide, essentiellement, c'est juste une base. Donc, on va avoir une base qui va pouvoir réagir avec les acides. Donc, ça a l'air d'un mot très chic, là, antiacide, là, un médicament très, très cher, mais je vous dirais que dans une bouteille de Maalox qui coûte environ 15 $, il doit à peu près 50 sous de Mg ou H2. Donc, c'est tout simplement une base pour venir neutraliser les acides stomacales. Analysons un petit peu plus en détail les acides de Bronsted et Lowry. Donc, ici, vous avez mon exemple encore de HCl qui donne un proton. Donc, c'est pour ça que c'est considéré comme un acide. Mais là, remarquez que j'ai mis un gros X. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la manière d'écrire cette équation-là n'est pas tout à fait adéquate. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans l'eau. Je vous explique. H+, c'est vraiment petit. Ici, j'imite un H+, là, donc j'imite un proton. 10 à la moins 15 mètres de diamètre. Okay? Donc, prenez un mètre, coupez-le en 10, prenez ce qui reste, coupez-le en 10, prenez ce qui reste, coupez-le en 10, faites ça 15 fois. C'est infiniment petit. Donc, vous avez une toute petite masse qui porte une charge positive complète. C'est l'équivalent d'un aimant surpuissant. Okay? C'est vraiment un aimant très, très puissant. Donc là, vous avez dans votre milieu des H+, qui sont très, très intéressants, qui baignent dans de l'eau, qui, je vous rappelle, une molécule d'eau a un pôle positif, mais aussi un pôle négatif. Donc là, ce qui va se passer essentiellement, c'est la molécule d'eau, elle va venir chercher le H+. Et dans ce cas-là, ça va former une nouvelle entité qui s'appelle H3O+. Donc, le H+, ne vivra pas seul. Un H+, un proton en milieu aqueux, ne survit que quelques millionièmes de milliardièmes de secondes. C'est vraiment une molécule d'eau qui va venir tout simplement l'arracher parce que comme ça, c'est chargé positivement et que l'oxygène est chargé négativement. Il y a un doublet d'électrons de l'oxygène qui va venir se coller sur l'hydrogène pour venir l'arracher du Cl- ici par exemple. Donc ça, c'est la bonne façon d'écrire l'équation. On ne devrait jamais avoir de H+ en milieu aqueux, on va avoir des H3O+ en milieu aqueux. H3O+, ça porte un nom particulier, ça s'appelle un ion hydronium. Donc ça, c'est à retenir. En milieu aqueux, il n'y aura pas de H+, il va y avoir des H3O+, parce qu'il y a une molécule d'eau qui va venir la chercher.
Ensuite, on en a déjà parlé brièvement. Il y a certains acides qui vont libérer un proton, d'autres en libèrent deux, d'autres en libèrent trois, etc., etc. Donc ici, je vais vous parler de ces trois types d'acides-là. Je vais me contenter de parler de mono, de di ou de triacide. Quand il en libère plus que ça, généralement, on va appeler ça juste polyacide. Donc, on va juste dire qu'il en donne beaucoup, le poly. Donc, dans le cas d'un monoacide, un équivalent, c'est une mol. Donc, ça veut dire qu'un monoacide va te donner qu'un H+. Donc, par exemple, oubliez ça, j'ai écrit CH3COH. Généralement, quand vous voyez COH, c'est le dernier H qui est libéré. Donc, vous voyez, de avant à après, j'ai retiré le H. Si vous retirez un H+, c'est normal que l'espèce qui reste devienne chargée négativement. Le H+, qui va le chercher? H2O, c'est lui qui devient H3O+. Pourquoi j'ai utilisé une flèche à l'équilibre? On va en parler plus tard, mais c'est tout simplement parce que l'acide acétique, lui ici, il est considéré comme un acide faible, donc c'est pour ça qu'on met une flèche à l'équilibre, mais on va en parler plus tard. Ensuite, dans le cas d'un diacide, un équivalent, c'est 0,5 mol. Pourquoi? Parce qu'il va nous libérer 2 H+. Là, ce qu'il faut remarquer, c'est que j'ai écrit deux équations. Ça se passe toujours en deux temps. Vous avez votre acide qui va libérer un premier H. Donc, vous voyez, H2SO4 devient HSO4- parce que j'ai arraché un H+, qui fait un H3O+. Ensuite, c'est le HSO4- qui repart pour un tour et qui va donner son deuxième H. Donc, s'il était -1, j'y enlève un H+, il devient -2. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment comme une espèce de pleure d'oignon. J'enlève un premier H, puis ensuite, j'enlève le deuxième. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le premier H, il est donné au complet, l'autre, il est donné juste partiellement. Donc, ça, c'est un cas vraiment typique, là. Les acides vont donner chacun de ces H, un après l'autre. S'il y en a 3 à donner, il va donner le premier, ensuite le deuxième, ensuite le troisième. Mais généralement, ils sont de plus en plus réticents à le donner. Un dernier exemple, un triacide, H3PO4. Donc, dans ce cas-là, un équivalent, c'est 0,33 mol. Donc, vous voyez, j'ai 3 équations à faire. Et remarquez, de une fois à l'autre, il y en a 3. Maintenant, il est rendu avec 2. De 2, il passe à 1. Et de 1 à rien du tout. Donc, il donne vraiment chacun de ces H, un après l'autre, et c'est vraiment une équation à la fois. Une fois que le premier H est enlevé, on part pour enlever le deuxième, puis après ça, on part pour enlever le dernier. À chaque fois, on libère un H3O+. Donc, c'est vraiment 3 équations distinctes. Ensuite, parlons des bases. Donc, toute base qui peut relâcher des ions hydroxydes, OH- va être considérée comme une base de Brandstede-Lowry. Ça, c'est correct parce que OH- est capable d'accepter un proton. Donc, on va considérer NaOH comme une base et son équation va vraiment dire Na++ plus OH-. Donc, on n'a qu'à faire une dissociation du sel en deux. Le but de travailler avec une base, c'est que l'équation doit contenir des OH-. Donc, tout simplement, en prenant le sel et en le cassant en deux, on obtient les OH- qu'on a besoin. Et la vérité, en fait, c'est la partie OH- qui est basique parce que c'est elle qui pourrait aller chercher un proton, parce que ça, c'est la job d'une base, aller chercher un proton. Mais on ne s'en fâche pas dans les fleurs du tapis, puis on dit que NaOH est une base. Donc, on ne dira pas juste, NaOH contient une base, puis on se fout de la partie Na+. C'est un petit peu trop long à dire, on dit NaOH est une base, même si techniquement, c'est juste la partie OH- qui est basique. Ici, remarquez que dans l'équation, je n'ai pas écrit H2O. Dans les acides, tantôt, je les ai écrits. Ici, j'en ai pas de besoin, parce que moi, tout ce que je veux, c'est voir des OH- apparaître. Juste prendre le sel puis de le casser en morceaux, c'est suffisant pour faire apparaître des OH-. Dans le cas d'une base qui n'a pas des OH-, comment elle fait pour en libérer? En fait, on revient à la définition, la job d'une base, c'est d'aller chercher un proton. Je reparle de l'ammoniac. L'ammoniac est une base, donc son travail, ça va venir d'aller chercher un proton. Donc, elle va venir en chercher. Nous, on parle de solution dans l'eau. Donc, essentiellement, vous avez une base qui a faim, elle veut des H+. H+, donc elle en veut absolument. Puis elle baigne dans une tonne de molécules qui contiennent des H2O. C'est comme le buffet ouvert. Donc le NH3 va aller chercher un H. Donc NH3, tu y rajoutes un H+, devrait devenir NH4+. Et si H2O, tu y enlèves un H+, qu'est-ce qui reste? Il reste OH-. De là pourquoi apparaissent les OH-. Donc, vous voyez, quand la base contient déjà des OH, je reviens à l'exemple en haut ici, là. Donc, quand la base contient déjà des OH, j'ai juste à le séparer en deux, mais quand elle ne contient pas d'OH, comme NH3, je n'ai pas le choix de faire intervenir l'eau parce que c'est de là que viennent les OH-. Maintenant, parlons comment on sait qu'un acide est fort, qu'un acide est faible, etc. Faisons un petit rappel.
Un électrolyte fort, c'est un qui va se dissocier totalement. Donc, on va mettre une flèche pleine. Donc, c'est-à-dire que la substance se casse au complet en A+ et B-, par exemple. Donc, NaCl, c'est le cas. Tu mets 100 molécules de NaCl, tu vas obtenir 100 atomes de Na+, 100 atomes de Cl-. Il n'y en a pas qui va rester entier NaCl. Un électrolyte faible va se dissocier partiellement. Là, il faut faire attention, je l'avais déjà mentionné, mais ça fait un moment. Ça ne veut pas dire qu'une molécule se dissocie à moitié. Une molécule se dissocie ou elle ne se dissocie pas. C'est sur la quantité que ça veut dire qu'elle ne se dissocie pas toutes. Prenons un exemple, je prends 100 molécules de CH3COH. Il y en a 95 qui vont rester entières, mais il y en a 5 qui vont se séparer en CH3CO- et H+. Ça va? Donc, c'est pour ça qu'on met une flèche à l'équilibre pour dire que c'est pas toute la gang, c'est pas toutes les molécules qui acceptent de se dissocier. Généralement, la grande majorité reste entière. Il y en a un petit peu qui vont accepter de se dissocier. Un non-électrolyte, ça ne se dissocie pas du tout, mais ça, c'est jamais le cas des acides et des bases. Les acides et des bases vont toujours être dans une de ces catégories-là parce que leur travail, c'est de soit générer des H+, ou de les enlever. Donc, c'est sûr qu'ils réagissent partiellement. Donc, dans le cas d'un acide fort, c'est un électrolyte fort, ça veut dire qu'il se dissocie au complet. Donc, dans mon exemple, remarquez que j'ai mis une flèche pleine. Donc, quand on parle d'un acide fort, vous devriez utiliser une flèche complète. Donc, par exemple, HCl se dissocie complètement. Donc, qu'est-ce qui se passe? La job d'un acide, c'est de donner un proton. Donc, il va donner son proton à H2O. Donc, H2O va venir le chercher pour créer notre ion hydronium et laisser Cl- en arrière. Donc, remarquez, peu importe la quantité initiale que j'utilise, à la fin, il n'y en a plus. Donc, ça, c'est la clé de reconnaître que c'est un acide fort et c'est dissocié au complet et j'obtiens donc le maximum de protons, d'ion hydronium, que j'aurais dû m'attendre. Donc, les chiffres dans le tableau ne sont pas importants, c'est juste pour vous montrer qu'on le consomme au complet, on obtient le maximum auquel on pouvait s'attendre. Ça, c'est un acide fort. Quelques exemples d'acides forts, je ne pense pas que vous avez nécessairement à les apprendre par cœur, c'est juste pour vous montrer qu'il y en a quelques-uns, dont notamment HCl, qui est le fluide de notre estomac, et H2SO4, qui est de l'acide sulfurique qu'on utilise régulièrement en laboratoire. Dans le cas d'un acide faible, bien là, ça le dit, un acide faible, ça va être un électrolyte faible. Donc, dans ce cas-là, il se dissocie partiellement dans l'eau. Donc, par exemple, si j'ai 2 moles de HF, à la fin, j'en aurai pas 0. Il va m'en rester, d'où la définition d'être faible, mais j'en aurai pas 2 non plus parce qu'il y en a un petit peu qui a décidé de se sacrifier et de se dissocier. Donc, il va rester du HF en solution. Pas autant qu'au début, mais il va en rester. Donc, parce qu'il y en a juste un petit peu qui accepte de se dissocier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le nombre d'H3O+ auquel on avait le droit de s'attendre ne va pas être le total. Donc, il va en avoir plus que 0 parce qu'il y a un petit peu de HF qui va avoir donné son proton à l'eau. Mais il y en a quand même une partie qui va rester intacte. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de s'attendre à récupérer 2 moles par litre parce qu'il y en a qui n'auront pas réagi. Donc, quelques exemples d'acides faibles. Par exemple, l'acide acétique, qu'est-ce qu'il y a dans le vinaigre? Acide formique, plus utilisé avant. Juste pour votre curiosité personnelle, pourquoi acide formique? Parce que ça provient des fourmis. Quand tu effoires une fourmi, il y a comme un petit liquide qui sort et c'est essentiellement de l'acide formique. Mais je vous rassure, de nos jours, quand on fait de l'acide formique, on le fait de manière synthétique. Il n'y a aucune fourmi qui est estropiée dans le processus. Et il y a aussi HF, pour ceux qui ont écouté Breaking Bad, peut-être que ça vous dit quelque chose. Pourtant, on parle d'acide faible, fait que ça doit vous donner l'impression que c'est pas bien dangereux, mais c'est pas vrai. L'acide fluorhydrique peut faire fondre le verre, donc on fait attention de le maintenir dans des cuves de plastique. Et dans Breaking Bad, pourquoi je vous parlais de Breaking Bad, il dissout un corps, CORPS, là, un corps, dans de l'acide sulfurique, dans de l'acide fluorhydrique. Donc, on s'entend, là, c'est un peu quand même, c'est une émission de télé, il faut en prendre puis en laisser, mais c'est vrai que ça arrive à faire fondre la chair et les os. Donc, pourtant, c'est un acide faible, mais acide faible ne veut pas dire pas dangereux. Allons-y plus rapidement. Donc, encore une fois, j'imite un peu une base forte, c'est un électrolyte fort, ça veut dire qu'il se dissocie au complet dans l'eau. Donc, par exemple, LiOH, c'est un acide fort, j'ai mis une flèche pleine, ça veut dire qu'il se défait au complet en Li+, puis OH-, ça on a déjà vu ça. Donc, peu importe la quantité initiale, à la fin, il n'y en a plus eu. Donc, ça veut dire que j'ai obtenu le maximum de OH- auquel j'avais le droit de m'attendre. Ensuite, les bases fortes, ça c'est à savoir, pratiquement tous les composés qui vont contenir des OH-, on va les considérer comme forts. Donc ça, vous devez le savoir par cœur. Remarquez aussi que dans l'équation, je n'ai pas utilisé H2O. Non.
parce que j'en ai pas de besoin pour faire apparaître les OH-, je n'avais qu'à casser mon sel en deux, clic, et j'obtenais les OH- nécessaires. Alors, j'espère que vous m'avez vu venir. Base faible maintenant. Donc, une base faible, c'est un électrolyte faible. Ça veut dire qu'il se dissocie juste partiellement. Donc, ici, vous voyez, j'ai utilisé une flèche à l'équilibre. Donc, par exemple, l'ammoniac, c'est une base faible, c'est-à-dire peu importe la quantité initiale, à la fin, il va en rester pas 0 parce qu'il en reste, mais pas 2 parce qu'il y en a un petit peu qui va avoir réagi. Donc, il va rester du NH3 en solution, mais il y en a une partie qui va aller voler le 1DH de l'eau parce que c'est le travail d'une base, c'est d'accepter un proton. Ça va générer un petit peu de OH-, donc il n'y en aura pas 0, mais il n'y en aura pas la totalité non plus. C'est pas tout le NH3 qui va avoir réagi, donc on va avoir un petit chiffre ici parce que il n'y a qu'une certaine quantité de OH- qu'on va pouvoir avoir libéré. Donc, quelques bases faibles, par exemple, ici ce n'est que des exemples. Vous n'avez pas à les savoir plus pertinemment que d'autres. Juste vous parler brièvement de la pyridine. Messieurs, si vous entendez le mot pyridine ou dégâts de pyridine, vous courez dans l'autre direction parce que ça peut rendre stérile. Donc, mais que les hommes, ça ne fonctionne pas pour les femmes. Donc, faites simplement attention, messieurs, la pyridine, même si c'est une base faible, comme je vous disais, faible ne veut pas dire pas dangereux. Donc, et si on est exposé trop souvent, on peut être stérile de manière définitive. Alors, ça achève. Je vous propose de faire un exercice. Donc, l'exercice qui est dans votre diapo, je vous demande de mettre une équation de dissociation dans l'eau. Donc, comme on a vu, donc c'est-à-dire vous écrivez la substance, vous écrivez plus H2O ou pas. Donc, je vous ai parlé d'un cas où c'était pas nécessaire de mettre H2O. Ensuite, le bon type de flèche. Est-ce qu'on met une flèche directe ou on met une flèche à l'équilibre? Et ensuite, on s'assure que les deux produits à droite sont adéquats. Donc, je vous rappelle, c'est avec des H+ qu'on joue. Donc, si on rajoute des H+, la charge devrait augmenter. Si on enlève des H+, la charge devrait diminuer. Donc, ce que je vous propose, c'est mettez la vidéo sur pause, prenez le temps de le faire. Et quand vous allez repartir la vidéo, là, je vais mettre les réponses et vous devriez voir. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi telle équation est écrite ainsi. Donc, bon exercice. Alors, j'espère franchement que vous avez pris le temps de faire les exercices et que vous n'avez pas sauté qu'à la réponse en vous disant « Ouais, je vais être correct » parce que je vous dis, c'est quelque chose de très important pour toute la suite du chapitre acidité, même le suivant, solution tampon, etc. Alors, on y va. Méthylamine, on nous dit c'est une base faible. Donc, voici ce que j'ai écrit. Donc, on part avec la méthylamine. Comme elle ne contient pas elle-même d'OH-, on rajoute de l'eau. Parce que je vous rappelle, le travail d'une base, c'est d'arracher un proton. À qui on arrache un proton? Bien, à H2O. Donc, comme c'est une base faible, j'ai mis une flèche à l'équilibre. La job d'une base, c'est d'arracher un proton. Donc, vous voyez, j'ai rajouté un proton. Donc, le truc, je vous dirais, c'est de le mettre à la fin. C'est le plus facile. Donc, comme il y avait déjà NH2, j'ai écrit tout simplement NH3. Et si on arrache un H+, donc, initialement, on était neutre. Je vais effacer mes barbeaux. Initialement, la molécule était neutre. On y ajoute un H+, donc il devrait devenir chargé positivement. Si à H2O, on y arrache un H+, ça veut dire que ce qui reste devrait être chargé négativement. Donc, ça devrait vous donner ça. Que vous les ayez écrits dans le désordre, ici, ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, HClO4 qui est un acide fort, donc acide perchlorique. Donc, encore une fois, la job d'un acide, c'est quoi? C'est de donner son H. À qui il donne? À H2O. Comme c'est un acide fort, j'ai mis une flèche directe. Et donc, HClO4, il va se débarrasser de son H+, parce que H2O va venir le chercher. Donc, HClO4 qui est neutre, on y enlève un H+, devrait devenir ClO4 avec une petite charge moins dans le coin, comme on y a enlevé quelque chose de positif. Et H2O qui a été chercher un H+, devrait devenir H3O+. Ensuite, l'hydroxyde de barium, BaOH2, qui est une base forte. Là, ici, on parle d'une base forte, donc on va mettre une flèche directe, mais là, vous n'avez pas mis d'eau ici. Notre but, c'est de faire apparaître des OH-, il y en a déjà à l'intérieur de la molécule. Tout ce qu'on a à faire, c'est à scinder en deux, comme un sel. Comme NaCl, on écrirait Na plus Cl-, donc on fait tout simplement casser en deux. OH, c'est toujours -1, mais comme il y en a deux, c'est sûr que le barium, lui, va être 2+. Donc ça, on en a déjà parlé. C'est une partie de la molécule qui s'occupe de faire 2 charges négatives. L'autre partie de la molécule va s'occuper de faire 2 charges positives. Ensuite, pour le dernier, l'acide formique, c'est un monoacide faible. Donc, même s'il y a 2 H, on nous spécifie que c'est un monoacide. Donc, ça veut dire qu'il en donne un seul. Donc, dans ce cas-là, voici ce que j'ai écrit.
C'est un monoacide faible, donc vu que c'est faible, flèche à l'équilibre. La job d'un acide, c'est quoi? C'est de donner son H à H2O. Donc, HCOH, j'y enlève un H+, il devrait devenir chargé moins. Moi, j'ai décidé d'enlever le dernier parce que je sais que c'est lui qui part. Mais si vous avez enlevé le premier, c'est pas grave, OK? Vous n'avez pas les connaissances en ce jour nécessaires pour savoir lequel des deux s'en va. L'important, c'est que vous n'en enlevez qu'un seul parce que c'est un monoacide. Donc, encore une fois, HCO-, parce qu'on a enlevé un H+, qui a récupéré le H+, c'est l'eau, donc elle devrait être devenue H3O+. Donc, on va revenir là-dessus la prochaine fois. Donc, merci beaucoup de votre écoute et à bientôt.